On va pouvoir lancer la seconde partie de la matinée, si vous le voulez bien. Alors c'est pour moi l'occasion de remercier le professeur Anne-Marie Laflamme, professeur à l'Université de Laval au Québec. Ce sont des échanges réguliers, bien sûr, entre nous, entre l'équipe, l'Université du Québec, et c'est toujours avec grand plaisir qu'on accueille chez nous Anne-Marie Laflamme, qui n'hésite pas à faire ces longs déplacements pour nous donner le regard québécois. Alors aujourd'hui, le thème de l'intervention, c'est de l'interdiction de discrimination en raison de l'état de santé aux exigences professionnelles justifiées au Québec. Donc on te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Je suis réellement ravie d'être ici ce matin. Et non, ce n'est pas un si long voyage que de venir de Québec. C'est même un voyage fort agréable, surtout quand on est si bien reçu. Alors, je remercie évidemment l'Université de l'Île 2 ainsi que ses centres de recherche, l'Institut de santé au travail du nord de la France et évidemment ma chère collègue et amie Sophie Fantoni pour cette généreuse invitation. Alors, lors de nos échanges toujours très animés, vous vous en doutez, Sophie et moi avions constaté que le droit québécois et le droit français envisageaient la question de la conciliation entre le droit des employeurs d'avoir des salariés performants et le droit des personnes handicapées de ne pas être privées injustement d'un emploi en raison de leur état de santé. Et nous avions constaté que ces deux questions étaient envisagées de façon fort différente d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Alors, nous avons trouvé intéressant de comparer ces solutions, mais qui ont chacune leurs forces et les faiblesses. L'équilibrage idéal nécessaire à la conciliation de deux droits aussi opposés réside probablement quelque part au milieu de l'Atlantique, entre nos deux pays, sur une île que je n'ai pas encore découverte, pour tout dire. Alors, ma présentation se déroulera en 4 parties. D'abord, je vous exposerai brièvement les règles prohibant la discrimination applicables au Québec, celles qui encadrent la collecte des renseignements personnels. Je discuterai ensuite du recours à un examen médical, dans quelles circonstances et de quelle manière cela s'effectue chez nous, pour enfin, évidemment, examiner avec vous les limites de nos règles de droit. Alors, conformément à notre Charte des droits et libertés de la personne et conformément aux règles qui prévalent dans la plupart des pays industrialisés, nous avons évidemment une interdiction de discrimination fondée sur le handicap qui est applicable à toutes les étapes de la relation d'emploi, c'est-à-dire de l'embauche jusqu'à la rupture du lien d'emploi. Et notre Cour suprême du Canada a retenu dès les années 2000 une interprétation très large de la notion de handicap, couvrant à peu près toutes les affections liées à l'état de santé, incluant bien sûr les problèmes d'addiction, de dépendance à la drogue et à l'alcool, ainsi que la perception négative face à de telles addictions ou à de tels handicaps. Voilà. Bon. Alors maintenant, l'employeur peut toutefois justifier cette discrimination en se fondant sur les aptitudes ou qualités requises par l'emploi. C'est un moyen de défense qui est inscrit noir sur blanc dans notre Charte des droits et libertés et qui prévoit que l'employeur peut la faire valoir. On l'appelle la défense d'exigences professionnelles justifiées. Dans un tel contexte, l'employeur doit démontrer qu'il a respecté son obligation d'accommodement raisonnable. Alors, je suis venue à quelques reprises ici, lors de conférences antérieures, vous parler de cette fameuse obligation d'accommodement raisonnable qui est très étendue chez nous au Québec et qui, selon les exigences de la Cour suprême, est ni plus ni moins intégrée au mécanisme même de défense qu'est l'exigence professionnelle justifiée et dont la seule limite est la contrainte excessive. Donc, si un employeur, et là je passe à ma prochaine diapo, si un employeur peut démontrer qu'un employé présente des difficultés de santé et qu'il ne veut pas l'embaucher pour ce motif-là, il doit quand même démontrer qu'il n'y a aucune mesure possible qui puisse lui permettre d'adapter le poste de travail, voire de modifier les conditions de travail de manière à respecter les restrictions médicales de ce salarié.
La seule limite à cette obligation d'accommodement raisonnable est nommée la contrainte excessive. Et notre Cour suprême a retenu une interprétation très restrictive de ce que peut être une telle contrainte, affirmant qu'il ne doit s'agir ni d'une contrainte négligeable ou infime, mais d'une contrainte importante. On a souvent utilisé les mots « l'employeur doit prendre toutes les mesures possibles pour tenter d'adapter le poste ou les conditions de travail aux limitations du salarié ». Alors, ces contraintes pourront prendre la forme de coûts financiers importants, d'un effet sur les collègues ou les tiers, et ici, on doit comprendre que ça doit être un effet relativement important sur leurs droits. L'impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise, évidemment, on n'aura pas les mêmes exigences à l'égard d'une toute petite entreprise où les employés sont peu polyvalents et face à une entreprise de grande taille disposant d'une marge de manœuvre financière et organisationnelle importante. Finalement, la contrainte pourra découler des risques pour la santé et la sécurité, les risques pour le salarié lui-même, les risques pour des collègues de travail ou pour des clients. Mais encore là, on sera toujours assez prudent en ce qui concerne les risques pour le salarié lui-même, jugeant qu'il peut à la limite pouvoir prendre certains risques si ces risques ne sont pas d'une importance trop grande. Alors, ces contraintes-là pourront constituer une contrainte excessive et là, justifier l'employeur de refuser l'embauche du salarié. Je vous donne quelques exemples. Vous comprendrez plus tard dans ma présentation qu'il y a peu de recours de salariés qui ne sont pas embauchés qui se rendent jusque devant les tribunaux. Pour toutes sortes de raisons que nous verrons tout à l'heure, mais j'ai quand même répertorié quelques cas de jurisprudence. C'était souvent soit des candidats qui étaient déjà à l'emploi et qui postulaient sur un autre poste, ou encore des candidats où l'encadrement de la convention collective, les syndicats étant très présents chez nous, leur permettait d'intenter de tels recours. Alors, pour vous montrer un exemple d'un refus d'emploi ou d'un cas où l'emploi a été fourni aux salariés moyennant l'accommodement raisonnable, je débute avec un cas où un employeur, le tribunal des droits de la personne, a décidé qu'il ne pouvait refuser d'engager une aide générale dans une usine de produits d'emballage malgré ses limitations relatives au soulèvement de charges. Selon la preuve, l'employeur était en mesure d'adapter le poste de travail de la salariée pour lui permettre d'effectuer ses tâches sans risque pour sa santé et sa sécurité. Alors, un exemple où l'employeur était tenu d'embaucher un salarié handicapé malgré ses limitations en raison de son obligation d'accommodement. Un autre exemple, alors le tribunal des droits de la personne, cette fois en 2007, a affirmé qu'un service de police ne pouvait rejeter la candidature d'une personne épileptique. C'est intéressant, je vois dans le programme qu'on parlera d'épilepsie un peu plus tard dans ce colloque, malgré les exigences de sécurité accrues liées à la fonction de patrouilleur. Alors, compte tenu du long délai écoulé depuis le dernier épisode, la faible dose de médication prescrite et du pronostic favorable, on a jugé que l'employeur pouvait composer avec le risque d'une crise. Évidemment, chaque cas étant un cas d'espèce. Et finalement, le refus d'embaucher une éducatrice en garderie incapable de soulever des poids supérieurs à 20 livres, 9 kilos, en raison de limitations fonctionnelles, fut par contre considéré justifié. Alors, vous avez un exemple de la situation inverse ici. Le tribunal d'arbitrage, alors les tribunaux d'arbitrage chez nous sont chargés de trancher les litiges dans les milieux de travail syndiqués régis par des conventions collectives. Le tribunal d'arbitrage a jugé que le fait de ne pouvoir soulever les enfants constituait un danger pour leur sécurité et pour celle de l'éducatrice et aucun accommodement n'était possible ici. Alors, c'est bien beau tout ça, mais encore faut-il que l'employeur les connaisse, ces fameuses limitations, pour être en mesure de les adapter. Et c'est là que le bas peut blesser parfois chez nous. Alors, voyons quelles sont les règles encadrant la collecte des renseignements personnels au Québec. Évidemment, notre charte ainsi que notre code civil protègent la vie privée. La charte interdit nommément la collecte de renseignements liés à l'état de santé, sauf, et c'est ici là toute la place qui sera faite à cette possibilité d'investigation, sauf pour vérifier si le candidat possède ces fameuses exigences professionnelles justifiées dont je viens de vous parler. Et des lois ont été adoptées, l'une applicable au secteur public et l'autre applicable au secteur privé,
qui limite la collecte aux renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Alors, autre porte ici que l'on a ouverte pour permettre, dans une certaine mesure, la collecte d'informations relatives à l'état de santé. Donc, première distinction importante avec la France, l'employeur québécois peut, chez nous, questionner le candidat sur son état de santé dans le cadre du processus de sélection lorsque les questions sont nécessaires afin d'évaluer s'il possède les aptitudes ou qualités requises par l'emploi. Alors, l'employeur n'est pas obligé de procéder par voie d'examen médical. Il peut lui-même questionner le candidat sur son état de santé dans le cadre du processus de sélection, dès lors que les questions sont pertinentes, autrement dit, aux fonctions que le candidat désire occuper. Dans quel contexte aura-t-il recours à un examen médical? Eh bien, sous les mêmes conditions, c'est-à-dire dans la mesure où l'emploi nécessite des aptitudes physiques ou psychologiques particulières, l'employeur pourra requérir un examen médical de pré-embauche. Il fera alors appel à une clinique médicale privée qui offre ses services aux entreprises, la médecine d'entreprise. Le médecin du travail, comme vous le connaissez chez vous, n'existe pas au Québec. Il n'est pas du tout sollicité s'agissant d'établir l'aptitude ou l'inaptitude du salarié, ni non plus, évidemment, son état de santé dans le cadre d'un examen de pré-embauche, sa capacité à exercer une fonction. Ce champ d'investigation échappe au régime de santé publique et il relève plutôt du droit de direction de l'employeur. Ce qui m'amène à cette autre distinction avec la France. Au Québec, le médecin qui procède à l'examen de pré-embauche est engagé et rémunéré par l'employeur à qui il transmet son rapport. Alors, il n'y a pas un encadrement qui est spécifique chez vous lié au fait que le médecin demeure quand même un médecin du régime public de santé. Et évidemment, cette relation privilégiée peut soulever des questionnements quant à l'impartialité du médecin expert. Cela dit, le Code de déontologie des médecins régit l'examen de pré-embauche et précise qu'il doit se limiter à la recherche des informations pertinentes afin d'évaluer l'aptitude à exécuter le travail. En somme, le médecin ne devrait fournir à l'employeur qu'un avis portant sur l'aptitude, l'inaptitude ou l'aptitude avec limitation, adaptation. Encore faut-il que le médecin ait toute l'information requise pour se prononcer et on peut se douter ici que le médecin qui parfois travaille au sein même de l'entreprise peut avoir quand même une relation privilégiée avec l'employeur. Mais là, alors oui, évidemment, la jurisprudence est contradictoire en ce qui concerne la responsabilité de l'employeur pour les atteintes à la vie privée commises par le médecin expert compte tenu de cette promiscuité en quelque sorte entre les deux. Dans une décision très récente rendue par le Tribunal des droits de la personne du Québec en 2015, le tribunal a condamné un employeur à des dommages moraux en raison de l'obtention d'un avis d'aptitude, comportant la mention « obésité morbide ». Or, cette mention n'était pas justifiée en l'espèce, puisque le médecin avait émis un avis d'aptitude sans limitation. Alors, il n'y avait aucune raison de fournir cette information à l'employeur. Curieusement, un peu, le tribunal a considéré dans cette affaire que l'examen médical, bon, jusque-là ça va, constituer le prolongement du processus de sélection de l'employeur, mais il a ajouté que les manquements du médecin devaient être imputés à l'employeur à titre de fournisseur de services, ce qui peut aller très loin. Personnellement, j'ai un peu de difficulté à soutenir ce raisonnement, puisqu'il aurait pour conséquence que le médecin deviendra en quelque sorte le préposé de l'employeur. Il m'apparaît fort dangereux de reconnaître une forme de lien de subordination entre le médecin et l'employeur, et il me semble ni plus ni moins que ceci serait contraire aux règles éthiques et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession médicale. Par contre, l'employeur aurait peut-être pu être blâmé directement ici d'avoir conservé à son dossier une information qui n'était pas nécessaire, utile ou pertinente à l'évaluation de la candidature du salarié. Mais ce n'est pas comme ça que le tribunal a traité la question dans Batium. Dans une autre affaire, par contre, un arbitre de grief a cette fois retenu une toute autre approche. Il a considéré qu'un employeur ne pouvait pas être tenu responsable du caractère trop étendu de l'investigation médicale standardisée de son médecin, laquelle était
comme elle était standardisée, alors c'était la même investigation, le même questionnaire qui était posé à l'ensemble des salariés qu'ils voyaient en pré-emploi. Donc, questionnaire très exhaustif couvrant à peu près tous les systèmes du corps humain et qui incluait des radiographies, plusieurs tests, notamment des tests de dépistage. Alors, qu'est-ce que l'arbitre écrit s'agissant de cette question et les motifs pour lesquels il ne retient pas la responsabilité de l'employeur dans ce dossier? Il écrit: c'est la clinique médicale qui a recueilli les informations et choisi le formulaire devant être complété par les candidats. C'est également elle qui a prescrit le test d'urine et le test de Snellen, qui est un test de la vue ou de l'ouïe, je ne suis pas trop certaine. Mon cours de médecine n'a pas été assez long, mais difficile de faire un lien ici avec la profession qui était en cause. En ce sens, la sous-signée, c'est donc l'arbitre qui parle, s'interroge à savoir si le présent recours est approprié et s'il vise la bonne personne. À mon avis, ce n'est pas le cas. On ne peut certes pas reprocher à l'employeur une collecte d'informations qu'il n'a pas faite, qu'il n'a pas demandée et dont il n'est pas le détenteur. En soi, ce motif est suffisant pour rejeter le grief. Mais la tentation était peut-être trop forte. L'arbitre se prononce quand même subsidiairement sur la légalité des informations recueillies. Et l'arbitre écrit à cet égard: « Mais encore faut-il faire la preuve qu'elle n'était pas nécessaire à l'évaluation demandée. Il ne suffit pas de dire qu'un test d'urine apparaît abusif pour que l'on puisse en juger. Il a été démontré que cet examen avait notamment pour objectif de vérifier si la personne était diabétique. Est-ce que cette condition peut avoir une influence sur la capacité d'une personne d'effectuer un travail exigeant la manipulation d'objets lourds? C'est possible. Il n'en demeure pas moins qu'on sait fort bien que le test d'urine peut permettre de trouver bien d'autres choses que le caractère diabétique de la personne. Alors, on voit ici que l'arbitre accorde une très grande marge de manœuvre au médecin dans le cadre de son investigation médicale, jugeant sans doute qu'en tant que gardien de la confidentialité et que professionnel régi par ses règles déontologiques, il se limitera à ne fournir à l'employeur que ce qui est directement relié et pertinent à la fonction que le salarié veut occuper. Ce qui est plus dangereux encore chez nous, et une autre distinction fondamentale avec le régime français, c'est que jusqu'à récemment, notre Commission des droits de la personne du Québec, organisme responsable du respect de notre Charte des droits et libertés, et particulièrement en matière de discrimination dans l'emploi. Alors, la Commission avait toujours estimé qu'un examen médical de pré-embauche ne devait avoir lieu qu'après une offre conditionnelle d'emploi. Alors, chez vous, cet examen ne peut pas avoir lieu tant qu'il n'y a pas de contrat, à tout le moins à titre de salarié à l'essai, qui est formé entre l'employeur et le salarié. Et la Commission des droits de la personne avait retenu cette interprétation-là. Interprétation, je dois bien vous l'avouer, qui n'était pas tellement respectée par un grand nombre d'employeurs qui persistaient à faire passer à la fois des questionnaires et des examens médicaux aux salariés, à un grand nombre de salariés, bien avant de leur faire une offre formelle d'emploi. Et dans une décision toute récente rendue en 2015, le Tribunal des droits de la personne a affirmé qu'une telle exigence n'était pas soutenue par notre charte, cautionnant donc, en quelque sorte, la pratique de ces employeurs qui font passer des examens médicaux avant de porter leur choix sur un salarié. Alors, vous vous en doutez bien, le fait de soumettre le candidat à un questionnaire médical ou à un examen avant une offre formelle d'emploi augmente considérablement la marge de manœuvre de l'employeur, d'autant plus qu'il n'a généralement pas besoin de justifier son choix. Alors, la réussite de l'examen se retrouve ramenée à un critère parmi d'autres pour choisir le salarié qui semble le plus rencontrer les standards reliés à l'emploi que l'on veut combler. Bref, cette protection contre la discrimination en embauche, toute limpide qu'elle soit dans nos textes de loi, comporte en pratique des limites importantes. Et ce sera la dernière partie de ma présentation. Alors, je résume en bref. En principe, le candidat bénéficie d'une protection contre la discrimination fondée sur son état de santé et du droit à un accommodement raisonnable, mais l'employeur peut toutefois obtenir des informations médicales ou faire effectuer un examen de pré-embauche afin de vérifier s'il possède les exigences professionnelles justifiées. Puisque l'employeur n'a pas l'obligation de justifier un refus d'embauche, il peut s'avérer difficile, voire impossible pour le candidat évincé de démontrer que son état de santé a influencé la décision. Ce qui me fait dire qu'en pratique,
l'employeur québécois jouit d'une marge de manœuvre importante dans la sélection de ses candidats. En conclusion, face à cette situation, le candidat peut être tenté de cacher son état de santé et il doit alors choisir entre Charybde et Scylla. Dans la mythologie grecque, vous le savez sans doute, Charybde et Scylla représentaient deux monstres auxquels Ulysse fut confronté lors de son Odyssée. Alors, Charybde représentait le tout ou rien, c'est-à-dire la vie pour tous ou la mort pour tous, tandis que Scylla incarnait la mort pour une certaine partie du groupe et la vie assurée pour une certaine partie du groupe. Autrement dit, il s'agissait de choisir entre le sacrifice calculé ou l'avenir aléatoire. En droit québécois, le mensonge, une fois découvert, peut justifier la rupture du lien d'emploi. Une fausse déclaration du candidat peut entraîner la nullité du contrat de travail pour vice de consentement, voire même être considéré comme un manquement à l'obligation de loyauté du salarié, justifiant ici encore la rupture. Le candidat peut donc être placé devant le dilemme suivant, ou bien il dit la vérité, au risque de se voir évincé du processus de sélection, ou bien il ment et s'expose à un risque tout aussi grand, à tout le moins, si l'omission est découverte par l'employeur par la suite ou si le mensonge est découvert par la suite, ce qui permet de justifier la rupture du contrat d'emploi. Alors, comme dans tout bon feuilleton, et puisque vous devrez me subir encore demain, je vous laisse, j'espère que je vous ai ouvert l'appétit sur cette question et me fera plaisir demain de traiter plus précisément de ce dilemme et de ses impacts sur la relation d'emploi. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette étude très claire qui nous a fait voyager de l'autre côté de l'Atlantique. On a bien compris que le point de départ était le même qu'en droit français, c'est l'interdiction des discriminations fondées sur l'état de santé. Après, la comparaison, les similitudes s'arrêtent un peu là, puisque finalement, tout de même, en droit québécois, l'employeur finalement peut questionner, peut s'intéresser à l'état de santé à partir du moment où les recherches sont justifiées par la nature de l'emploi qui sera proposé aux futurs salariés. Et là, évidemment, on est très très loin de la vision française. Alors, intervention suivante, eh bien, on va rester dans ces questions d'exigence professionnelle justifiée ou non justifiée par rapport au poste. Et je remercie donc Myriam Bray, qui est étudiante en Master 2 dans le parcours droit de la santé en milieu du travail, d'avoir eu l'audace et le courage de s'attaquer à son tour à cette belle question, donc l'exigence professionnelle justifiée en France. Merci Myriam, pendant que tu t'installes, je dis un mot que finalement, vous voyez que même s'il y a des différences entre nos deux pays, il n'est pas anodin de se dire qu'il y a quelque chose qu'on connaît assez mal, et je parle pour les médecins du travail, de l'existence de ce dont va parler Myriam, que je remercie encore, et là qui était étudiante l'année dernière, je le souligne, de Master 2 et qui a eu son Master 2 brillamment, dont elle va parler, c'est ce qu'il existe aussi dans notre Code du travail, explicitement et en ces mêmes termes, de l'exigence professionnelle justifiée, enfin quelques termes frais, et elle va vous en démontrer les contours. Ce dont on parlera également lors de notre débat tout à l'heure, je l'espère, c'est le fait qu'il peut paraître évidemment très différent que l'employeur canadien puisse demander, poser des questionnaires professionnels directement aux salariés, et puis même avant l'offre ferme d'embauche. Pour autant, c'est une pression, et je vous en parlais tout à l'heure en introduction, très forte, et une volonté qui existe dans notre pays, où effectivement la tentation, au-delà des questionnaires lors des visites d'information et de prévention dont on parlera, qui est une tentation très forte des employeurs, et lorsque la question de la fin de la visite d'embauche traditionnelle a été posée en amont de la loi Rebsamen, les employeurs ont dit, eh bien, écoutez, puisqu'il n'y a plus de visite d'embauche par un médecin du travail qui était le seul intermédiaire entre la santé et nous, eh bien, dans ces conditions-là, on va pousser pour faire des questionnaires. Et ce n'est pas une question si lointaine que ça, et c'est pour ça qu'elle me semble importante, parce que derrière, évidemment, il y a les conséquences du mensonge, mais avant le mensonge, il y a les conditions qui peuvent favoriser, finalement, ce qu'on va dire. Merci Myriam. Alors, bonjour à tous, et je vous remercie de m'avoir invitée.
Alors, il est question aujourd'hui de parler du mensonge du salarié sur son état de santé. Pourquoi le salarié, finalement, va être poussé à mentir, à ne pas révéler cet état? Alors, il peut s'agir, par exemple, de la peur de l'exclusion, de la peur de la perte de son emploi, de la stigmatisation ou d'une différence de traitement qui serait injustifiée. Pourtant, en France, la protection du salarié, la protection de la personne et la protection contre toute rupture d'égalité entre individus est présente, est bien présente. Et dans le monde du travail également, les instruments de lutte contre les discriminations dans le monde du travail ne cessent de s'enrichir d'instruments tant répressifs que préventifs. Le traitement différentiel, finalement, que pourrait engendrer la révélation de l'état de santé défaillant, dans le cadre de la relation de travail, est strictement encadré. Par exemple, les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal mentionnent expressément l'état de santé comme motif discriminatoire et sanctionnent d'une peine de prison de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute personne physique ou morale auteur de cette infraction. Il en est de même à l'article L1132-1 du Code du travail, puisque toute discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, en raison de l'état de santé, est interdite, qu'elle se manifeste au stade du recrutement, en cours d'exécution du contrat de travail ou lors de sa rupture. Parce que le droit du travail se veut conciliateur des intérêts de l'entreprise et de la protection de la personne du salarié, le législateur a tout de même introduit dans le Code du travail des dispositions qui autorisent des différences de traitement qui seraient justifiées par une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit proportionné, soit légitime et l'exigence proportionnée. Et à l'instar du critère de l'âge, le critère de l'état de santé bénéficie d'un article qui lui est spécifiquement consacré, qui est l'article 1133-3 du Code du travail. Il semble donc intéressant de s'intéresser en premier lieu à l'article général, qui est l'article 1133-1 du Code du travail, pour ensuite se pencher sur celui qui est consacré à l'état de santé. Alors, cet article 1133-1, introduit par la loi de 2008, permet la différence de traitement dès lors qu'elle est justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Cet article n'est pas sans poser de questions. En premier lieu, le choix du classement de cette disposition dans le chapitre intitulé « Des différences de traitement autorisées » fait craindre l'apparition de certaines dérives. L'élévation au rang d'exigence professionnelle essentielle de certains critères pourrait justifier des prises de décision normalement prohibées. En second lieu, si les notions d'objectifs légitimes et d'exigence proportionnée sont assez familières pour les juristes, en ce qui concerne l'exigence professionnelle et déterminante, plus de précisions seraient les bienvenues. Selon la doctrine, la condition essentielle est celle qui vise la pertinence de l'exclusion pour l'emploi en question et le lien avec l'emploi. Il doit s'agir d'une nécessité opérationnelle. Toujours selon cet auteur, Madame Berthoud, l'expression « condition déterminante » vise à démontrer que la tâche ne peut être effectuée correctement, la difficulté doit être caractérisée et le standard exigé sera décisif. La preuve de la condition déterminante doit se faire emploi par emploi et non par secteur d'activité et non par métier. Certains auteurs considèrent que seules les conséquences objectives du critère prohibé doivent être prises en compte et considérées comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Par exemple, en matière de recrutement, l'employeur doit rechercher de manière objective le candidat disposant des qualités pour l'emploi, sans pour autant exiger du candidat des critères qui feraient présumer les particularités recherchées. Sur ce dernier point, justement, une question reste en suspens. Puisqu'il existe un article 1133-3 qui est spécifiquement consacré à l'état de santé, est-ce que l'employeur peut justifier une différence de traitement d'un salarié qui aurait révélé son état de santé en se fondant sur l'article 1133-1 concernant les exigences professionnelles essentielles et déterminantes? Une décision du Défenseur des droits du 15 janvier 2014 apporte une réponse à cette problématique. Il était saisi d'une question relative au refus d'embauche d'une personne sourde sur un poste d'assistante de vie à domicile qui, selon le recruteur,
impose l'utilisation courante et pluriquotidienne du téléphone. Le recruteur justifie le refus d'embauche en ces termes. La préservation de la sécurité de cette clientèle particulière et la capacité à fournir une réaction rapide et adaptée en cas de situation d'urgence constituent une exigence professionnelle et déterminante au sens de l'article 1133-1 du Code du travail. Et il rajoute que l'article 1133-3 du Code du travail, qui est spécifiquement consacré à l'état de santé, ne s'appliquerait pas puisqu'on est au stade du recrutement. Le défenseur des droits n'est pas de cet avis, puisqu'il explique que seule l'inaptitude constatée par le médecin du travail peut justifier un refus d'embauche. Il développe sa réponse en se référant à l'article 225-3 alinéa 3 du Code pénal, qui n'exclut de la prohibition des discriminations que les différences de traitement fondées en matière d'embauche sur le sexe, l'âge, l'apparence physique, mais ne mentionne pas le handicap et l'état de santé. D'après lui, l'exigence professionnelle essentielle et déterminante ne peut pas s'appliquer, au sens de l'article 1133-1 du Code du travail, ne peut pas s'appliquer pour l'état de santé. Ce qui permet finalement aux salariés d'avoir une garantie. La première garantie, c'est que l'employeur ne pourra pas justifier une différence de traitement par une exigence professionnelle essentielle et déterminante. En revanche, un article est prévu pour l'état de santé et il semble intéressant de s'y intéresser. Alors, cet article est l'article 1133-3 du Code du travail, qui énonce que les différences de traitement fondées sur une inaptitude constatée par le médecin du travail en raison d'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Il y a donc une double garantie. La première, c'est qu'il faut un constat d'inaptitude régulièrement constaté par le médecin du travail. C'est d'ailleurs ce que précise un arrêt de la Cour de cassation en janvier 2011, puisque d'après la Cour de cassation, l'article 1133-3 du Code du travail n'est applicable qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article L4624-31 du Code. Il faut donc une inaptitude qui serait régulièrement constatée. Et là, il y a une garantie, puisque c'est un professionnel indépendant qui devra évaluer la compatibilité de l'état de santé du salarié avec le poste. Il y a une deuxième garantie qui est prévue par le Code du travail, qui concerne les raisons objectives nécessaires et appropriées. En effet, selon la doctrine, ces raisons objectives nécessaires et appropriées qui pourront justifier à l'issue du constat d'inaptitude la différence de traitement sont celles qui empêchent le maintien dans l'emploi du salarié. Ainsi, il faut un constat régulier d'inaptitude et une impossibilité de maintien dans l'emploi. Cette interprétation peut être illustrée par la décision du défenseur des droits qu'on a vue précédemment, puisque d'après cette décision, le défenseur des droits rappelle à l'employeur l'article L5213-6 du Code du travail. Cet article énonce qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article 1133-3 du Code du travail. L'employeur ne peut donc pas justifier un refus d'embauche sans avoir effectué au préalable une recherche de maintien dans l'emploi ou d'aménagement raisonnable. Les mesures qui sont visées par le Code du travail et rappelées par le défenseur du droit sont également celles qui doivent être prises par l'employeur en cas de recherche de reclassement. Il y existe donc un lien étroit entre le principe de non-discrimination, l'inaptitude et la recherche de reclassement. L'employeur doit effectuer une recherche loyale et effective pour pouvoir justifier une différence de traitement. Selon monsieur le professeur Franquéas, la connexion de la protection du salarié inapte avec l'interdit des discriminations permet de comprendre la sévérité avec laquelle la Cour de cassation sanctionne régulièrement les employeurs qui n'ont pas correctement exécuté l'obligation de reclassement. C'est bien cette recherche de reclassement, cette recherche de maintien dans l'emploi du salarié qui va servir de base à la justification de la différence de traitement. Tout comme le constat d'inaptitude dont l'absence rendra nécessairement le licenciement discriminatoire.
Les exigences essentielles professionnelles et déterminantes n'ont donc pas vocation à justifier un traitement différentiel du salarié malade. Elles ont pour rôle essentiel de rétablir un équilibre entre l'intérêt de l'entreprise et la protection de la personne du salarié et le maintien de l'emploi du salarié. Et la lutte contre les discriminations reste un instrument de protection qui ne peut souffrir d'aucune exception, qui ne serait pas objective, nécessaire ou appropriée. L'étude de ces articles montre également que le médecin du travail a un rôle pivot dans le cadre dès lors que l'état de santé du salarié est révélé, dès lors que l'état de santé du salarié est au cœur des discussions. Alors merci pour cette belle intervention qui nous a permis de réfléchir aux limites de l'interdiction des discriminations avec les différences de traitement autorisées lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, avec une question forte au cœur de votre intervention. Est-ce que cette exigence professionnelle essentielle et déterminante s'applique ou non à l'état de santé? Et si j'ai bien compris, une réponse négative de votre part, parce qu'il existe un texte particulier qui prévoit la nécessité de faire constater l'inaptitude par le médecin du travail. C'est sans doute aussi une des questions qui sera redébattue vraisemblablement tout à l'heure dans le cadre du débat à la fin de cette matinée. Bien, je vous donne la parole pour 20 minutes de questions et il y en a tout de suite une à gauche. Merci, les premières sont toujours les plus dures, donc il y en a au moins 2 là-bas. Je vous remercie. J'ai trouvé la question, Madame Mixec, intéressante quand vous dites il a le VIH, est-ce que vous embauchez, est-ce que vous embauchez pas? Je pense que le réflexe, en tout cas en France, justement, est de dire non, il faut quand même que j'embauche, sinon je suis sur le terrain glissant de la discrimination. Sauf qu'on s'est aperçu qu'on ne peut pas prendre cette décision quand on est employeur sans avoir effectivement en parallèle le diagnostic d'un médecin. Et donc justement, c'est une question que je pose à Madame Laflamme. Qu'est-ce qui fait, on est d'accord pour effectivement, et Monsieur le doyen l'a rappelé, qu'il y a ce principe de non-discrimination qui existe en France et au Québec, sauf que finalement la mise en œuvre et finalement la lutte contre cette discrimination est différente. Et d'un côté, on préfère finalement ne pas parler de certaines choses pour peut-être mieux défendre, en se disant, voilà, on part du principe que tout le monde est égal, et si on en parle, on est dans l'inégalité. De l'autre, on va dire, non, peut-être que certaines choses, il faut savoir en parler pour pouvoir mieux lutter contre. Et moi, ma question est, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notamment au Québec, on permet le système que vous avez présenté avec ce fameux questionnaire employeur? Est-ce que c'est parce que on a, à un moment donné, estimé que l'employeur avait des compétences médicales? Est-ce que c'est parce qu'il existe un tableau de concordance, de standards dont parlait Madame Fantoni, inavouable, où on dit, voilà, pour tel poste, il faut telle et telle caractéristique, si vous faites plus ou moins d'1,54 m, eh bien, c'est pas de chance ou bonne chance pour vous? Ou est-ce que c'est parce que la réponse est culturelle, peut-être, je ne sais pas, de se dire que finalement, outre-Atlantique, on voit ce qui pourrait être considéré comme du pur handicap ou une pathologie ou autre chose autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, je repense à une anecdote, et notamment celle de l'embauche, quand vous parliez tout à l'heure du fait que je n'ai pas dit que j'étais asthmatique, et j'ai révélé pendant 20 ans que je pouvais être sapeur-pompier et asthmatique, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, outre-Atlantique, on se dit peut-être faut-il parler des choses pour mieux adapter et pour vivre avec ce que nous, ici, on voit comme un handicap de notre seul point de vue de valide, pour parler... Alors, merci pour votre question. Dans un premier temps, c'est sûr que chez nous, j'ai essayé de faire la démonstration qu'il y avait un écart entre le texte de loi et la pratique. Évidemment que l'article 18.1 de la Charte des droits et libertés chez nous est très clair. En principe, l'employeur ne peut pas poser de questions relatives à l'état de santé, à moins qu'elles ne soient pertinentes pour vérifier les exigences professionnelles justifiées. Les questionnaires dont je vous parle, qui sont malheureusement chez nous quand même chose courante, questionnaires d'employeurs, et vous le verrez encore plus précisément dans la présentation de demain, qui sont souvent très exhaustifs et couvrent un ensemble des systèmes de santé, sont carrément illégaux au sens de la Charte. En principe, la seule question qui devrait être permise par l'employeur à l'égard du postulant, ce serait la suivante. Est-ce que vous avez une condition médicale qui pourrait présenter des obstacles ou être incompatible avec le poste que vous convoitez? Maintenant, la pratique n'est pas celle-là et
il y a aussi tout le fait que, par exemple, au gouvernement, dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, souvent les gens posent leur candidature et pour une panoplie de postes et non pas pour un poste en particulier. Alors, on a standardisé un peu ces questionnaires et ces formulaires par souci, et parfois c'est pour même constituer des banques de candidats. Alors, on s'est éloigné de ce qui devrait être légalement l'exercice de vérification de la capacité par rapport aux fonctions pour y aller avec un processus beaucoup plus large de vérification de l'ensemble des systèmes médicaux qui, selon moi, ces questionnaires médicaux-là devraient toujours passer par un médecin, être vérifiés, être validés, et seule l'information pertinente au poste devrait être requise, donnée à l'employeur. Mais encore là, dans quelle mesure les médecins chez nous sont-ils vraiment informés des exigences du poste et surtout des accommodements qui pourraient être mis en place pour adapter les postes ou les conditions de travail aux salariés? Alors, il y a un écart très important entre la règle de droit, qui est pourtant très claire et relativement hermétique, et la pratique. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recours, parce que notre Commission des droits de la personne essaie beaucoup de faire des vérifications dans les entreprises. Il y a parfois des plaintes sur le respect de ces exigences-là. Mais la pratique, c'est que ça se fait beaucoup avec les candidats qui sont évincés. Il y en a très peu qui vont porter plainte de peur d'être stigmatisés et d'avoir de la difficulté à se trouver un autre emploi. Cela dit, en ce qui concerne les critères, j'écoutais notre collègue Sophie sur la question des sapeurs-pompiers. Cela dit, il reste que dans un monde idéal, on essaie beaucoup chez nous, puis je pense que chez vous c'est la même chose, de se dissocier le plus possible de ces critères hermétiques propres à des fonctions. Et on a eu un dossier majeur qui s'est rendu jusqu'à la Cour suprême du Canada concernant une pompière forestière qui travaillait en Colombie-Britannique et qui, même si elle travaillait depuis déjà 2 ou 3 années pour le gouvernement, alors elle faisait vraiment pompier forestière en forêt et puis tout ça, c'est un travail qui était très exigeant. Alors on avait imposé des nouveaux tests qui obligeaient les pompiers à être en mesure, si je me souviens bien, de franchir une distance de 2,5 km en moins de 11 minutes. Et comme la condition aérobique des femmes est généralement inférieure à celle des hommes, ce qui compense d'ailleurs sans doute pour leur intelligence nettement supérieure. La blague à part, définitivement, c'est un fait physique. La capacité aérobique, même en travaillant beaucoup, n'est jamais aussi bonne chez les hommes que chez les femmes. C'était carrément discriminatoire. Et la conclusion du tribunal est très intéressante. On n'a pas dit, il faut changer le critère ou il faut trouver un nouveau critère. On a dit, est-ce qu'il est nécessaire que chaque salarié réponde à l'ensemble des critères pour pouvoir faire le travail efficacement? Est-ce qu'on ne doit pas envisager des nouvelles manières de faire le travail? Est-ce que dans une équipe de travail, tout le monde doit avoir les mêmes capacités physiques pour faire le travail de façon efficace? C'est sûr que ça nécessite un travail individualisé, ça nécessite une collaboration entre le médecin, l'employeur, ça nécessite des études plus poussées, mais chez nous, on essaie vraiment d'envisager la chose dans une perspective beaucoup plus individuelle. Les questions de taille chez les policiers, tout ça, chez nous, à ma connaissance, en tout cas, on n'est plus en mesure de les justifier. Mais je vous dis ça tout en vous disant bien humblement qu'on n'a pas trouvé toutes les solutions, loin de là. On est à la recherche de critères, mais les employeurs seront sanctionnés beaucoup plus facilement s'ils refusent de trouver ce que la Cour suprême nous dit comme étant de nouvelles manières de faire le travail et d'organiser le travail de façon à tenir compte de la capacité physique de tous et de toutes. Alors, voilà, je ne vais pas m'étendre trop longuement. Merci. Donc, Mouna Taoufik, je suis avocate au barreau de Compiègne, mais jusqu'à il y a quelques mois, j'étais fonctionnaire territorial et j'avais pour mission bien particulière de m'occuper du lien avec les médecins agréés, de siéger aux commissions médicales, de les accompagner juridiquement, de faire le lien avec les médecins du travail et de retrouver. Donc, je vais vous poser une question de manière un peu provocatrice, mais qui part aussi d'un cas réel par rapport aux médecins agréés qui rejoint un peu notre débat. Vous avez un problème de standard. Vous avez un standard qui vous dit vous rentrez dedans, vous ne rentrez pas dedans, voilà, c'est comme ça, vous êtes apte, vous êtes inapte. Moi, j'ai eu un cas où on a un cantonnier pour lequel on n'a pas de standard, mais
où on a 2 médecins du travail, parce que dans la fonction publique, hein, c'est aussi la même chose pour les sapeurs-pompiers, il y a les médecins du travail qui interviennent à côté des médecins agréés, où tout le monde donne son avis sur l'aptitude. Quand tout le monde est d'accord, tout va bien. Mais le problème commence quand vous avez 2 médecins du travail qui délivrent, dans le même service de médecine du travail, qui délivrent 2 avis d'aptitude différents, à 15 jours d'intervalle. Vous rajoutez à cela des médecins agréés qui ne sont pas tous tout à fait d'accord, et au bout d'un moment, à force de questionner les uns et les autres, et à force d'avoir subi, j'allais dire, les hurlements des médecins du travail manquant de s'étriper, on finit par comprendre que, en fait, personne ne voulait expliquer à l'agent qu'il fallait s'arrêter de travailler parce que physiquement, il n'était plus apte, mais qu'il n'avait pas de critères pour ça. Et que travailler, c'était dangereux pour lui et pour ses collègues. Mais le problème, pire encore, c'est que s'arrêter de travailler était tout aussi dangereux pour lui. Parce qu'il se laisserait mourir. On essaie de mettre un ergonome, on essaie de mettre un psychologue dans l'histoire pour essayer de donner du temps. Mais on arrive quand même, et au bout d'un moment, quand il commence à y avoir des recours, tout le monde se protège. Mais on oublie juste l'agent au milieu. Que fait le tribunal? Par contre, lui, le tribunal va retrouver des critères que l'on n'a pas dans la fonction publique territoriale pour les cantonniers. On ne vous dit pas, vous avez tant de ceci, tant de cela, vous êtes apte, pas apte. Et le tribunal administratif dit, l'avis d'inaptitude est valide parce qu'il a une cotation faite par des ergonomes sur des critères, sur une méthode scientifique, et il dit, voilà, ça a été fait scientifiquement, donc il valide l'inaptitude. Et arrive ce qui devait arriver, malheureusement. Quelques semaines, on va dire 15 jours, 3 semaines, après, l'agent est décédé. Il s'est laissé dépérir. Donc quand on a des critères pour expliquer l'inaptitude, c'est de trop. Quand on n'en a pas, on n'a rien. Est-ce que la problématique, finalement, ce n'est pas la problématique de l'individu dans une structure et la problématique du temps, autant pour la décision, pour la préparation de la décision, pour la préparation de la prise en compte de tout le monde? Est-ce que finalement, ce n'est pas celle-là, c'est pas cette problématique-là qu'ont les médecins du travail ou les médecins agréés, plus qu'une question de est-ce que les critères c'est bien ou pas bien, ou enfin voilà, ma question elle est là. Je pense que c'est effectivement le temps qui est l'élément déterminant quand on se retrouve confronté à des problématiques d'aptitude sur des, peu importe d'ailleurs le métier, des personnes, moi je travaille à l'hôpital, je vais vous reprendre un exemple d'une aide-soignante qui du jour au lendemain ne peut plus être aide-soignante, du pompier qui ne peut plus être pompier, des métiers où les gens sont engagés, des médecins qui ne peuvent plus être médecins, où il faut effectivement un temps, il faut se laisser le temps de travailler avec la personne sur faire le deuil de ce métier et de chercher au sein de la structure des possibilités où la personne garde cette utilité indispensable à son sens au travail, à son humanité au travail. Je suis d'accord avec vous sur le critère de temps. Il faut avoir de la patience, il faut savoir parfois prendre le risque de maintenir peut-être, à mon sens, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, la personne sur des activités peut-être plus aménagées, mais de les laisser et de travailler avec eux ce deuil à faire et de les aider à prendre conscience qu'ils ne sont plus capables de faire ce travail-là. Après, on peut le faire effectivement de manière très, très raide, apte, inapte, parce que pas critère. Avant 2013, j'ai une petite jeune fille, 1m52, voilà. Ben non, désolé, je suis obligée de vous mettre inapte parce que voilà, c'est pas la bonne taille. C'est on-off, mais quand on a la possibilité de le faire autrement en prenant le temps, bien sûr que c'est plus humain et plus humaniste. D'autres questions? Anne? Anne Doublé, médecin du travail. Oui, je voulais dire que bon, si on rentre dans la logique du CIGICOP, une machine pourrait très bien nous remplacer. Là. Bon, je pense que ce qui fait la richesse de notre métier, c'est l'humain. Et si on s'en tient à des règles comme ça, eh bien, on fait beaucoup de dégâts. Je suis contente de votre
d'avoir eu votre réflexion par rapport à ce CIGICOP. Bon, je suis médecin de prévention pour la police et il y a un médecin agréé, moi je suis médecin de prévention, on a chacun notre rôle. Lui, il est régi par la loi de 86, son rôle est régi par la loi de 86, le mien, il est régi par la loi de 82. C'est le médecin de prévention qui adapte le poste, alors que le médecin agréé donne l'aptitude à la fonction publique. Enfin, chez nous, dans la police, c'est comme ça. Alors justement, ça vous éclaire, enfin je vais vous donner un élément d'éclairage particulier sur la succession des interventions ce matin. Quand j'avais demandé à Édouard Dahl de faire sa thèse sur justement un questionnaire aux salariés, c'est pas anodin que je lui ai demandé de faire ces questionnaires, à la fois en service inter-entreprise, où même s'il y a de la fonction publique, c'est quand même essentiellement du privé, et où les salariés ne voient qu'un médecin, qui est un médecin du travail, sauf quand ils succèdent dans le temps, mais enfin ça peut arriver. Et dans la fonction publique hospitalière, où effectivement les agents voient 2 médecins, comme tu viens de le dire Anne, un médecin agréé en amont pour l'aptitude à la fonction, et puis ensuite un médecin de prévention ou du travail en fonction de la fonction publique dans laquelle on est, pour observer ou pour discuter effectivement de l'aptitude au poste. Je m'attendais dans cette enquête à avoir un énorme différentiel entre ce que les salariés auraient pu dire à un médecin du travail qui s'assure de l'aptitude au poste dans le privé, puisque c'est finalement le censeur, même si je le dis avec beaucoup de guillemets, évidemment, alors que le médecin de prévention passait après un médecin agréé, et donc qui était plutôt le médecin agréé, le filtre, comme vous l'avez vu, particulièrement, alors évidemment avec un éclairage particulier pour les pompiers, mais le médecin agréé, il est censé, pour ceux qui ont fait une visite de médecine agréée, pas toujours comme ça, enfin bref, faire le filtre donc pour être fonctionnaire. Et ensuite, on voit un médecin de prévention qui, même s'il porte le nom de médecin du travail, n'a pas le même rôle de filtre qui a été joué un petit peu en amont. Et donc, je pensais qu'il y aurait un énorme différentiel justement sur ce que les gens diraient à un médecin de fonction publique, médecin du travail de fonction publique, et à un médecin du travail lambda. Eh bien, vous avez vu à travers les résultats d'Édouard Dahl que ce n'est pas du tout le cas, en fond. Ce n'est pas du tout le cas. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est pas non plus, il n'y a pas de différentiel non plus, justement, sur le moment où il se confie davantage que d'autres. Moi, je m'attendais aussi à qu'il y ait un autre effet différentiel fort. C'est entre la visite d'embauche et les visites périodiques, puis les visites autres, par exemple, à sa demande. Dans mon esprit et intuitivement, je m'étais dit, il va y avoir un énorme différentiel. Il dit rien, comme pour les médecins agréés, on dit rien jusqu'à ce qu'on soit titularisé, et une fois qu'on est titularisé, là, on peut dire tout ce qu'on a, parce que comme ça, on peut bénéficier d'aménagements. Il est trop tard pour mettre fin à la période d'essai ou à la période de non-titularisation. Eh bien, ces effets-là n'existent pas. Et on va voir que derrière ce que la personne dit, il y a aussi le manque d'information, du rôle exact de l'acteur qu'on a en face de soi, parce que tout le monde n'est pas en pleine connaissance de cause, du périmètre exact, de ce que fait le médecin en face de soi. Ça part sans doute, ça explique une part des choses. Mais en même temps, il n'y a pas que ça qui se joue. Et on parlera de confiance, on parlera de lien, on parlera du temps, etc., qui sont des autres facteurs importants, justement, qui vont finalement être des vecteurs de ce que va dire le salarié derrière ça. Et donc, du coup, moi, j'en profite, puisque j'ai la parole, de poser une question à Myriam. Qu'est-ce que ça peut être chez nous en France, alors du coup, puisque ça sort du champ puisque ça ne couvre pas le champ de la santé, une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Parce qu'il semble qu'avec le défendeur des droits, etc., on sorte le champ de la santé là-dessus, d'accord ? Puisqu'il faudrait constater une inaptitude médicale pour pouvoir justifier une mesure particulière et qu'elle ne soit pas discriminatoire, c'est un changement de poste, un reclassement ou même un licenciement. Mais alors du coup, si dans ces exigences professionnelles essentielles et déterminantes, qui ne regroupent pas le champ de ce qu'on a au Québec, qu'est-ce qu'on peut mettre alors ? C'est quoi par exemple ? J'ai une idée, si jamais tu n'arrives pas, mais vas-y. Je te laisse pas toute seule. Alors, je te pose une question plus fermée. Est-ce que ça peut être, par exemple, le fait d'être une fille dans certaines organisations, par exemple, ou plutôt un garçon ? M'imagine, je sais pas, dans une entreprise où il n'y a que des femmes, où il n'y a que des... Je sais pas, est-ce que ça peut être une exigence professionnelle, essentielle et déterminante ? Et du coup, peut-être que Anne-Marie, vous avez aussi peut-être eu ça, non, des exemples ? Moi, j'aurais peut-être un exemple à proposer qui vaut ce qu'il vaut. Mais par exemple, un enseignant qui serait chargé de donner des cours de français et qui ne parle pas le français. Voilà.
Alors bon, c'était sans doute pas une question très très ouverte finalement. Est-ce que le médecin de la marine, je crois qu'il est là-haut, c'est vous monsieur? Est-ce que je vous forcerai ou est-ce que vous accepteriez de prendre le micro quelques instants, si je ne me trompe pas, hein, vous êtes bien dans la marine, hein, c'est ça? Pour justement évoquer la question, peut-être que je me trompe de visage, hein. Si, non, c'est vous? Non, c'est pas vous. Est-ce que, bon alors je ne le désigne pas du coup, parce que je sais qu'il s'est présenté à moi pendant la pause, est-ce qu'il y a un médecin qui s'occupe de la marine, qui justement a des critères standardisés comme ça, est-ce qu'il accepterait de prendre la parole pour expliquer un petit peu le système et pour en donner ses avantages? La marine marchande. La marine marchande, hein, c'est ça. Ah, je vous avais bien repéré quand même alors. Ah oui, je suis là. Oui, non. Bon, je me présente, je suis docteur Fernandez. Maintenant, je ne suis plus au service de santé Jean de Mer. C'est un service qui date de longtemps. C'est un service qui était apparenté auparavant à la défense. Maintenant, c'est civil, tout à fait. Et oui, il y a une liste. Il y a une liste, ça date de longtemps. C'est une liste qui est partagée aussi par beaucoup de pays. Hein, c'est international. Il faut dire que c'est une liste qui relève des conventions internationales aussi, des conventions de l'OIT, de l'OMI et tout ça. Mais c'est une liste qui n'est pas tellement précise comme celle qu'on a été tout à fait évoquée parce que ça laisse un peu de marge. Hein. Ce n'est pas tellement précise de dire les poids, la taille et tout ça. Hein. L'avantage, ça certainement a des avantages. Ce que je trouve bien dans le système, c'est la procédure d'inaptitude dont je t'avais évoqué pendant que tu faisais le rapport avec Guy Sandou. La procédure d'inaptitude, je trouve bien parce que c'est une commission, c'est un collège, maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle collège médical, intégré par 3 médecins. Et je trouve que ça, par rapport à la réforme Conry, ça, je crois que c'est beaucoup mieux. Parce que ça tombe entre les mains des médecins, c'est toujours 3 pour départager en cas de conflit, et tout ça, je trouve que c'est bien. Ça permet de se dire que la vérité n'appartient pas à une seule personne, mais peut-être effectivement, peut-être plus proche quand elle est partagée, quand elle est discutée. Non, mais toujours, le problème, c'est que ça, étendre ça à tous les systèmes généralistes, ça serait difficile. Parce que ça, dans le système ici en France, c'est pour toutes les inaptitudes dans les domaines maritimes. Je crois que ça, on pourrait l'étendre pour les cas de contestation seulement. Comme ça serait plus facile, plus faisable. Parce que si on le fait pour toutes les inaptitudes, ça serait vraiment terrible, hein, pour toutes les inaptitudes. Je crois que c'est bien. Il me semblait, pour avoir regardé ça de près, que dans la marine, oui. Il y avait un texte précis qui me semble être un décret, si mes souvenirs sont bons, décret, oui. Demandant à chaque salarié qui postulait à un poste de révéler son état de santé et les pathologies qu'il pouvait présenter. Alors je sais que ça existe par exemple dans l'aéronautique, etc. Mais où il y a, c'est assez rare, hein, parce que ça n'existe évidemment dans très peu de textes. Et pour moi, justement, il y a un texte précis qui dit qu'au salarié, il doit dire au médecin qui va le rencontrer, toute situation qui ont pu modifier son état de santé. Et donc finalement, quelque part, c'est une originalité sur l'obligation de révéler son état de santé un peu tous azimuts, finalement, et non pas sur des rubriques particulières, qui n'existent nulle part ailleurs. Ça vous dit quelque chose? D'abord, oui. Enfin, c'est un peu comme dans tous les entretiens médicaux. On pose la question, la personne en âme et conscience répond. On peut toujours cacher. Hein, on n'a pas, hélas, par rapport à d'autres systèmes comme celui que je connais en Espagne, on n'a pas, par exemple, des analyses médicaux pour savoir si la personne est diabétique. Si la personne me dit qu'elle n'est pas diabétique, elle n'est pas diabétique. Hein. On ne fait pas systématiquement des analyses médicales. Oui et non, parce qu'en plus, l'avantage dans ce système-là, c'est qu'on n'appartient pas à l'entreprise. On est externalisé, on est service public. Hein. On n'est pas sujetti, on n'est pas subordonné à une entreprise telle ou telle. Hein. On n'est pas médecin maritime d'une entreprise X. On est médecin maritime de l'ancien ministère de l'équipement. Hein. Je trouve que on n'a pas beaucoup de conflits là-dessus. On avait eu un conflit pour l'entrée dans un centre éducatif basé à Languedoc-Roussillon pour entrer pour devenir marin-pêcheur avec un sourd qui était sourd bilatéral, cophosique, et qui avait dit, son père qui était apparemment responsable d'une association de défense des sourds et tout ça, qu'il allait entamer une procédure auprès de la défenseur des droits. Mais c'est établi dans les tests qu'on ne peut pas être
totalement sourd pour être marin parce qu'on doit entendre des signaux de détresse. Hein. Mais on pourrait imaginer, comme dans la jurisprudence qu'on a vue, qu'il n'a pas été démontré qu'il y avait peut-être des aménagements possibles, personnels ou collectifs, pour que la personne puisse, mais effectivement, totalement sourd, on peut le comprendre. Les aménagements dans un milieu comme le maritime sont assez difficiles. On se trouve dans un milieu assez compliqué pour faire des aménagements. Et les signaux de détresse sont toujours des signaux acoustiques. Hein. On ne peut pas penser à une signal lumineuse quand la personne est en salle machine, parce qu'elle ne verra pas le signal. Mais c'est un peu le même système pour l'aéronautique. Hein. Et pour d'autres métiers assez spécifiques comme la SNCF et tout ça, il y a des tests précis qui signalent un peu le... Merci beaucoup. Ah oui, je voulais simplement ajouter que chez nous, au Québec, ces questions-là de critères standardisés se règnent un peu de la façon suivante, c'est que les tribunaux ont dit que ça ne dispense pas l'employeur d'une obligation d'accommodement. Et quand je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du candidat épileptique, c'est que dans les services de police, le fait d'être épileptique était une contre-indication même à pouvoir faire la formation qui mène au statut de patrouilleur dans un service de police. Et c'est là que le tribunal des droits de la personne est intervenu pour dire, oui, d'accord, il est tout à fait pertinent et même obligatoire que ce genre de maladie soit divulgué quand on occupe un poste avec à risque de sécurité accru. Mais une fois que c'est dit, une fois que la personne l'a divulgué, ça ne dispense pas l'employeur de quand même vérifier si, au cas par cas, il y a des accommodements qui sont possibles. On ne pourrait pas engager 10 policiers épileptiques, mais qu'il y en ait un dont la médication permet de contrôler, dont les crises sont très distancées, etc., c'est peut-être jouable. Alors, c'est pour ça que je vous disais, on s'éloigne des critères standardisés. Mais ce n'est pas facile d'application pour les employeurs. Monsieur Freeman, vous voudrez parler? Juste la dernière question. Oui, je voulais poser une... On entend? Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Claire Collin, je suis médecin de prévention dans la fonction publique. Je voulais poser une question à Madame Laflamme. Les exigences professionnelles justifiées, comment elles sont définies et par qui? Est-ce qu'il y a des textes pour chaque profession? Voilà. Non, c'est vraiment, c'est l'employeur, en fait, qui établit quelles sont les exigences professionnelles justifiées en lien avec les postes à combler. Évidemment, il y a pour certains métiers qui sont plus à risque, il y a des questionnaires particuliers là, qui nécessitent de prendre en compte différentes affections ou maladies, mais il n'y a pas de... La jurisprudence n'a pas défini les exigences professionnelles justifiées, si ce n'est pour dire que ce sont les aptitudes ou qualités particulières requises pour effectuer un emploi, ajoutant toujours du même souffle qu'à l'intérieur même de ce moyen de défense, l'employeur doit rechercher s'il y a des accommodements raisonnables possibles à l'égard du salarié. Et même, comme je vous l'ai dit, dans le cas où il y a des standards, comme dans les services de police ou dans notre pompière forestière, il faut toujours examiner s'il n'y a pas des aménagements ou des adaptations possibles. Donc on peut imaginer que pour un même poste, mais dans deux entreprises différentes, les exigences professionnelles soient très différentes. Deux employeurs différents définissent des exigences très différentes. Ça pourrait arriver parce que l'accommodement raisonnable dépend, entre autres, de la taille de l'entreprise et de sa facilité d'organiser le travail. Pour ne fournir qu'un exemple, un employé qui aura à s'absenter souvent parce qu'il souffre de la sclérose en plaques, ça pourrait être impensable dans une petite entreprise où le remplacement des salariés est extrêmement complexe en raison du petit nombre. Mais dans une très grande entreprise, on va être très, très, très tolérant. Et s'il y a des listes de remplacement qui sont facilement accessibles, on va dire que l'employeur doit être beaucoup plus tolérant à l'égard de ce genre de candidat. Paul Frémaux, j'avais juste, moi, c'est une remarque et puis après une question pour Anne-Marie. Si on revient un peu en arrière, le CIGICOP, il sert à quoi? Il sert à sélectionner des gens, ça c'est vrai, j'en ai fait comme beaucoup d'entre nous, pour ceux qui ont un certain âge. Mais c'est pourquoi? C'est pour protéger le salarié? C'est pour protéger la société? Ben, je vais être clair, moi. C'est pour éviter de payer des conséquences médico-légales en fonction d'un état antérieur qu'ont une personne qui. Si on rejoint ta prothèse, enfin la plaque chez un salarié, on ne peut pas l'enlever, ça ne va pas changer quelque chose à son aptitude, ça c'est clair et net.
Par contre, c'est vrai que si on part dans des débats infinis, et c'est là où le régime général en droit français est quand même beaucoup plus facile que dès qu'on passe effectivement dans le régime fonctionnaire, cette plaque qui n'ampute en rien ses capacités va faire que, on va dire qu'il y a un état antérieur. Donc derrière, il faut bien se souvenir que dans tout notre système, c'est le poids, entre guillemets, de l'assurance, de la réparation et de l'approche médico-légale, plutôt qu'une approche, entre guillemets, d'adaptabilité ou de permettre aux gens d'aller, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on est un peu confronté. Comme la médecine agréée, on ne veut pas faire subir on est tout à fait d'accord. à l'employeur public absolument. un état de santé précaire qui entraînera des arrêts. Souviens-toi des décrets qui nous interdisaient d'embaucher. Alors, juste pour Anne-Marie, moi, la question que je me posais, parce qu'effectivement, à la fin, si je suis employeur avec un bon juriste au Québec, je peux effectivement utiliser tous les questionnaires que je veux, etc., puisqu'il n'y a jamais personne qui va me contrer. Alors qu'il y a encore quelques temps, manifestement, c'était beaucoup plus difficile. Il y a une espèce de cour constitutionnelle chez vous, ou machin comme ça. Ça n'a pas posé de questions. J'allais dire, la société a accepté ce dispositif sans se poser de questions. En fait, ça va plutôt faire l'objet de ma présentation de demain, cette question-là. Quelles sont les conséquences? Bon, je viendrai demain matin. En fait, c'est parce que, Paul, je vais être certain que tu vas être là. C'est pour ça que je ne réponds pas à votre question. Mais non, c'est ça, on va en reparler. Oui, ça a été contesté, mais il y a évidemment peu de dossiers qui sont allés très loin. Mais évidemment, ces gens-là sont passibles d'être poursuivis. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le risque est moins grand? Alors, voilà. À demain. Bien, on va faire la pause déjeunatoire maintenant.